Il fut un temps où la Terre était considérée comme sacrée et où les peuples autochtones d'Amérique du Nord se considéraient comme les enfants de Wakantanka, le grand esprit qui créa tous les êtres vivants. Les Sioux, parmi les principales tribus qui habitaient la région des Grandes Plaines, se distinguaient par leur structure sociale et leur bravoure au combat. Les ancêtres des Sioux arrivèrent dans les forêts du centre-nord du Minnesota et du nord-ouest du Wisconsin depuis le Mississippi peu avant l'an 800 de notre ère. En 1300, ils adoptèrent les caractéristiques d'une société tribale et furent connus sous le nom de Seven Council Fires, les 7 feux du conseil. Les Sioux formaient une confédération de plusieurs tribus qui parlaient 3 dialectes différents, le dialecte Lakota, le dialecte Dakota et le dialecte Nakota. Les Lakota se composaient de 7 groupes tribaux et étaient le plus grand des 3 groupes, occupant des terres dans le sud et le nord du Dakota. Les Dakota vivaient principalement dans le Minnesota et le Nebraska, tandis que le plus petit des 3 groupes, les Nakota, résidaient principalement dans le Dakota du Sud, le Dakota du Nord et le Montana. Les Sioux étaient un peuple fier au riche patrimoine. Ils régnaient sur les plaines et les prairies d'Amérique du Nord et étaient craints par les autres tribus, de la région des Grands Lacs aux montagnes rocheuses. Ils décidèrent de s'installer dans l'ouest du Minnesota, adoptant un mode de vie nomade dans les plaines. Ils utilisaient beaucoup les chevaux, animaux introduits en Amérique par les Espagnols au XVIe siècle. Leur principale source de nourriture était la viande de bison. Pour faciliter la chasse au bison, les Sioux vivaient dans des tentes qui leur permettaient de se déplacer rapidement et de suivre la migration annuelle des troupeaux de bison. Si les Sioux sont connus pour être de grands guerriers, la famille est considérée comme le centre de la vie des Sioux. Les enfants étaient appelés Wakanisha, ce qui signifie être sacrés, et étaient au centre de leurs préoccupations. Si la monogamie était la plus pratiquée, les hommes Sioux pouvaient épouser plus d'une femme s'ils s'avéraient capables de subvenir à leurs besoins. Les rôles masculins et féminins étaient clairement définis, les hommes étant chargés de soutenir et de défendre la famille. La chasse était très sérieusement considérée et les infractions aux règles de chasse pouvaient entraîner la destruction de la tente ou d'autres biens du contrevenant. Les Sioux étaient profondément attachés aux pratiques spirituelles. Ils croyaient que les esprits sacrés de la nature apportaient des visions et des prophéties pour guider les actions humaines. La danse religieuse était courante chez les Sioux et les rituels d'auto-sacrifice, qui consistaient à s'infliger des blessures, affirmaient leur identité de guerrier. Ces rituels étaient également pratiqués en signe de deuil après la mort d'un parent proche ou d'un chef de tribu. L'une des croyances les plus répandues dans les communautés Sioux veut que l'esprit du défunt se rende dans l'au-delà. Selon les croyances traditionnelles, ce voyage spirituel commençait dès que les funérailles étaient terminées, ce qui prenait 4 jours. La famille et les amis endeuillés assistaient à cette veillée funèbre de 4 jours pour suivre l'esprit jusqu'à sa dernière demeure. La guerre était un autre principe fondamental des Sioux. Les hommes construisaient leur prestige par la guerre et la guerre se reflétait dans l'honneur de leur famille. Les guerriers étaient appelés Akichikas et combattaient principalement à cheval, avec pour arme principale des arcs et des flèches, des lances et des hachettes. Les Sioux Dakota conclurent une alliance avec les marchands français à la fin du XVIIe siècle. Les Français tentaient de prendre l'avantage sur les Anglais dans la lutte pour le commerce des fourrures en Amérique du Nord. La première rencontre signalée entre les Sioux et les Français eut lieu lorsque les explorateurs et commerçants Radisson et des Groseilliers atteignirent ce qui est aujourd'hui le Wisconsin au cours de l'hiver 1660. Un autre groupe indigène commerçait avec les Européens, les Ojibwés, qui habitaient la région des Grands Lacs au sud du Canada. Les Ojibwés se distinguaient par l'importance de leur population et leurs tendances expansionnistes, qui entraînaient des conflits avec d'autres tribus voisines. Les Sioux commencèrent à s'opposer au commerce des Ojibwés avec les Français et d'autres tribus rivales, telles que les Cris et les Assiniboines. Les tensions augmentèrent dans les années 1720 et conduisirent à une longue guerre en 1736. Les Sioux Dakota perdirent leurs terres traditionnelles autour du lac Leech et de Mille Lacs lorsqu'ils furent forcés de descendre vers le sud le long du fleuve Mississippi à la suite des batailles. Ces conflits au sein des tribus étaient également dangereux pour les commerçants européens. Quel que soit le camp avec lequel ils commerçaient, ils étaient considérés comme des ennemis par l'autre. Le commerce avec les Français se poursuivit néanmoins jusqu'à ce que ces derniers abandonnent l'Amérique du Nord en 1763. Les Européens tentèrent à plusieurs reprises de créer une trêve entre les tribus belligérantes afin de protéger leurs intérêts, mais avec un succès limité. Au fur et à mesure que les États-Unis devenaient une nation, la colonisation américaine de nouvelles terres devenait de plus en plus fréquente. Les Sioux subirent de nombreux raids sur leurs terres et plusieurs traités de paix et négociations furent conclus et rompus. Au XIXe siècle, les compagnies ferroviaires engagèrent des braconniers pour exterminer les troupeaux de bisons et forcer les tribus à s'installer dans des réserves.
Les bisons ayant presque rapidement disparu, les Dakota et les Lakota furent contraints d'accepter les réserves établies par les Américains en échange du reste de leurs terres. Le bétail domestique et le maïs furent donnés aux Sioux en échange des bisons, rendant les Sioux dépendants du gouvernement pour l'accès à leur nourriture de base. Les États-Unis souhaitaient que les traités encouragent les Sioux à convertir leur mode de vie nomade basé sur la chasse à l'agriculture sédentaire, comme le faisaient les Européens et les Américains. En 1858, les Sioux du Dakota ne possédaient plus qu'une petite parcelle de terre le long de la rivière Minnesota et n'avaient plus accès à leur terrain de chasse traditionnel. Elles durent compter sur les paiements des traités pour survivre, souvent avec du retard. Le changement de mode de vie imposé et les paiements largement insuffisants du gouvernement fédéral entraînèrent des difficultés financières et des tensions sociales accrues au sein des tribus. En 1862, de nombreux Sioux souffraient de la faim et les tensions atteignirent leur paroxysme lors de la guerre du Dakota de 1862. Le premier affrontement majeur eut lieu en 1854 près du fort Laramie, dans le Wyoming, où 19 soldats américains furent tués. En représailles, les troupes américaines tuèrent une centaine de Sioux dans leur camp du Nebraska en 1855 et arrêtèrent leur chef. En 1866, la guerre des Nuages Rouges fut déclenchée et se termina par un traité qui accordait à perpétuité aux Sioux la région connue sous le nom de Black Hills, Collines Noires. Mais le traité ne fut pas respecté par les États-Unis. Dans les années 1870, les chercheurs d'or affluèrent dans la région. Impuissants et sans espoir d'un avenir meilleur, les Sioux et d'autres tribus formèrent le plus grand camp indien jamais vu par les hommes blancs. Environ 10 000 Indiens, répartis entre hommes, femmes et enfants, tentèrent de subsister dans un lieu inadapté à toutes les familles. Lassés du harcèlement incessant et des représailles violentes, deux chefs tribaux, les célèbres Sitting Bull et Crazy Horse, réussirent à obtenir le soutien des guerriers Sioux et de leurs alliés. Il s'en est suivi une série d'attaques indiennes contre des ranchs de bétail et des petites villes appartenant à des colons américains. Le gouvernement américain désigna le lieutenant-colonel George Armstrong Custer sous le commandement du 7e régiment de cavalerie de l'armée américaine pour combattre les Sioux et réprimer les attaques indiennes. Custer était connu et détesté par les Indiens de plusieurs tribus déjà. Il avait l'habitude d'attaquer les camps indiens en l'absence des guerriers et d'assassiner femmes et enfants. Le combat qui s'en est suivi fut connu sous le nom de bataille de Little Big Horn et entra dans l'histoire de la conquête de l'Ouest américain. La bataille de Little Big Horn se déroula le 25 juin 1876. Le combat fut une victoire écrasante pour les Sioux Lakota et leurs alliés Cheyenne et Arapahoes du Nord. La 7e cavalerie, forte de 700 hommes, subit une défaite majeure. 5 des 12 compagnies du 7e de cavalerie furent anéanties et Custer fut tué, ainsi que 2 de ses frères, un neveu et un beau-frère. Le corps de Custer fut retrouvé avec 2 blessures par balle, l'une dans la poitrine gauche et l'autre dans la tempe gauche. L'une ou l'autre de ces blessures lui aurait été fatale, mais il semble n'avoir saigné que de la blessure à la poitrine. Certains spécialistes pensent que sa blessure à la tête aurait pu être causée après sa mort. Il est possible qu'après avoir été blessé par balle, Custer se soit suicidé pour éviter d'être capturé et torturé. Après cette bataille, les Sioux se divisèrent en plusieurs groupes. Le massacre par les troupes américaines d'environ 150 à 370 hommes, femmes et enfants Sioux en décembre 1890 marqua la fin de la résistance des Sioux contre l'armée américaine. Tout au long du XXe et XXIe siècle, les descendants des Sioux continuèrent à se battre devant les tribunaux pour obtenir le droit de rester sur leur terre d'origine. Ils demandèrent à être indemnisés pour les abus et les crimes commis par les troupes américaines dans le passé. En 2018, les indemnisations s'élevaient à plus d'1 milliard de dollars. Cependant, les Sioux ont refusé le paiement, exigeant la restitution de leurs terres. Aujourd'hui, les Sioux soutiennent de nombreux gouvernements tribaux distincts répartis dans plusieurs réserves du Dakota du Nord, du Dakota du Sud, du Nebraska, du Minnesota et du Montana. Les Sioux mènent un mode de vie modernisé qui ne ressemble guère à leur ancien mode de vie nomade. Mais le fait qu'ils fassent partie de l'une des nations autochtones les plus puissantes et les plus courageuses d'Amérique du Nord reste une source de fierté et de dignité pour leurs descendants. Ils construisirent des villes monumentales, émergeant parmi les forêts d'arbres et les collines verdoyantes d'Amérique centrale. Ils cultivaient une culture belliqueuse qui exaltait la guerre comme une activité sacrée et vénéraient des dieux sombres et sauvages qui exigeaient des sacrifices humains pour faire couler le sang. Pleine de mystères et d'histoires intrigantes, la civilisation maya était la plus grande et la plus puissante des civilisations précolombiennes. Elle apparut vers 2600 avant Jésus-Christ et atteignit son apogée entre le 8e et le 9e siècle. Elle occupait les régions qui englobent aujourd'hui le sud-est du Mexique et le nord de l'Amérique centrale. Cette zone comprenait tout
toute la péninsule du Yucatan, le Guatemala, le Belize ainsi que les parties occidentales du Honduras et du Salvador. Grâce à leur maîtrise de l'agriculture, les premiers habitants de la Mésoamérique se sont installés dans des sociétés agricoles sédentaires, leur principale source de nourriture étant la culture du maïs, des haricots et des courges. Parmi les autres cultures qui adoptèrent le mode de vie agricole, comme les Olmecs, les Mixtèques et les Aztèques, les Mayas se distinguèrent par leur rapide expansion territoriale. L'histoire de la civilisation maya est divisée en 3 grandes périodes, le préclassique, le classique et le post-classique. Au cours de la période préclassique, entre 2000 avant Jésus-Christ et 250 après Jésus-Christ, les petits villages commençaient à se développer et à former des villes. Le système politique était également constitué sous une forme théopolitique, c'est-à-dire la croyance que le roi et les autres membres de la royauté avaient une ascendance divine et une autorité totale sur leur sujet. L'autorité conférée au souverain était énorme, au point que le roi exerçait un contrôle ultime sur les fonctions administratives, économiques, judiciaires et militaires de la politique. Son autorité étant renforcée par les manifestations publiques, les rituels et la religion. La dévotion de la population envers le souverain permettait de mobiliser des centaines de personnes pour la réalisation d'immenses projets d'infrastructures et la construction de bâtiments solides et détaillés. À mesure que la population augmentait, les différents secteurs de la société se spécialisaient et l'organisation politique devenait plus complexe. Des centaines de villes furent reliées entre elles par un réseau de hiérarchie politique. La couche aisée de la société se multipliait avec le développement d'une classe moyenne composée d'artisans, de prêtres, de marchands et de soldats. Le système de calendrier maya a vu le jour à l'époque préclassique et fut développé jusqu'à sa plus grande sophistication, enregistrant avec grande précision les cycles lunaires et solaires, les éclipses et les mouvements des planètes. Le calendrier maya était intrinsèquement associé aux rituels religieux et à l'astronomie. Les Mayas effectuaient des observations méticuleuses sur les corps célestes, enregistrant les mouvements du soleil, de la lune et des étoiles. Bien que l'astronomie ait été principalement utilisée par les prêtres pour comprendre les cycles temporels et les projeter dans l'avenir afin de produire des prophéties, elle avait également des objectifs pratiques tels que l'aide à la plantation et à la récolte des cultures. Pendant la période classique, entre 250 et 900 après Jésus-Christ, les Mayas atteignirent l'apogée de la construction et de l'urbanisme à grande échelle, tout en réalisant un important développement intellectuel et artistique. L'organisation politique de la période classique peut se comparer à celle de la Grèce antique, avec plusieurs cités-États formant un réseau complexe d'alliances et d'inimitiés. Les plus grandes villes comptaient entre 50 000 et 120 000 habitants. Certaines de ces villes puissantes se livrèrent à des guerres violentes, comme la rivalité légendaire entre Tikal et Calakmul. Les deux cités développèrent de puissants systèmes d'alliés et de vassaux. Les villes les plus petites qui rejoignaient l'un de ces réseaux gagnaient en prestige grâce à leur association avec la capitale. Ce contexte politique peut être comparé au Japon féodal de l'ère Sengoku Jidai. Fondé au IIIe siècle dans l'actuel Guatemala, Tikal était la plus grande ville de l'empire maya et la capitale d'un état conquérant qui devint l'un des royaumes les plus puissants des anciens mayas. La souveraineté de Tikal fut contestée par la grande ville de Teotihuacan. Cette dernière, vers 378 après Jésus-Christ, soumit de manière décisive les souverains de Tikal, fondant une nouvelle dynastie. D'autres sites présentaient une architecture et des sculptures remarquables, comme la ville de Chichen Itza, dans l'état mexicain du Yucatan. Chichen Itza était l'une des plus grandes cités mayas, et sa population était peut-être la plus diversifiée du monde maya, un facteur qui contribua à la diversité de ses styles architecturaux. Pendant la période classique, les Mayas progressèrent dans l'étude des mathématiques et officialisèrent un système d'écriture basé sur les hiéroglyphes. Le système d'écriture maya est l'une des plus grandes réalisations des habitants précolombiens des Amériques, considéré comme le plus sophistiqué et le plus développé parmi la douzaine de systèmes d'écriture mis au point en Mésoamérique. La guerre était très répandue dans le monde maya. Les campagnes militaires étaient organisées pour plusieurs raisons, notamment le contrôle des routes commerciales et des tribus, les raids visant à capturer des prisonniers, voire la destruction complète d'un état ennemi. Les rois mayas étaient des capitaines de guerre, mais en cas de défaite, ils pouvaient être capturés, torturés et sacrifiés. Les états mayas n'entretenaient pas d'armée permanente, mais tout homme adulte était apte au service militaire. Les guerriers étaient très disciplinés et participaient régulièrement à des exercices d'entraînement qui incluaient le combat, la stratégie et les danses de guerre. Certaines chroniques indigènes suggèrent que les femmes combattaient également à l'occasion. La religion maya reposait sur la croyance en un royaume surnaturel, habité par plusieurs divinités puissantes. La plupart d'entre elles étaient de nature cruelle et violente et avaient constamment besoin d'être choyées par des cérémonies et des offrandes rituelles. Pour les Mayas, les dieux étaient les forces personnifiées de la nature
et pouvaient commander la pluie, le vent, le feu et d'autres éléments naturels. La croyance en des forces surnaturelles influençait la vie des Mayas, y compris les activités quotidiennes les plus simples telles que la préparation des aliments, le commerce, la politique et les activités élitistes. Les divinités mayas gouvernaient tous les aspects visibles et invisibles du monde. Les ancêtres décédés étaient également vénérés car on pensait qu'ils étaient capables d'intercéder pour leurs descendants vivant dans les relations avec le monde surnaturel. Les familles enterraient leurs morts dans le sol avec des offrandes correspondant au statut social de la famille. Au fur et à mesure que la société maya se développait et que l'élite devenait plus puissante, la royauté développait ses sanctuaires domestiques dans les grandes pyramides, qui en venaient à abriter les tombes de leurs ancêtres. Les rituels mayas les plus importants culminaient avec les sacrifices humains. Le sang était considéré comme une puissante source de nourriture pour les divinités et le sacrifice d'une créature vivante était une importante offrande de sang. En général, seuls les prisonniers de guerre de haut rang étaient sacrifiés. Les captifs de statut inférieur étaient utilisés comme main-d'œuvre. Le sacrifice d'un roi ennemi était l'acte le plus apprécié. Ce sacrifice impliquait la décapitation du souverain captif, mais cela ne se produisait parfois qu'après que la victime ait été torturée, battue, scalpée, brûlée ou éventrée de diverses manières. L'extraction du cœur de la victime encore vivante était également une pratique courante, influencée par les rites des Aztèques de la vallée du Mexique. Les Mayas exprimaient leurs croyances religieuses et d'autres aspects de la société dans l'art avec une préférence pour les couleurs vertes ou bleu-vert. Ils accordaient une grande importance aux pierres de jade, sculptant des sculptures et des masques funéraires pouvant peser jusqu'à 4 kilos. Les Mayas avaient une longue tradition de peinture murale. Les murs étaient recouverts de plâtre et des motifs polychromes étaient peints sur la surface lisse. La plupart de ces peintures murales ont disparu, mais des tombes peintes ont été mises au jour à Tikal et dans d'autres lieux. Parmi les peintures murales les mieux conservées, on trouve une série de peintures grandeur nature sur le site archéologique de Bonampak. La période post-classique s'étend de 950 à 1539 après Jésus-Christ et se caractérise par l'abandon des grandes villes de la période classique. Aucune théorie ne fait l'unanimité pour expliquer cet effondrement de la société maya, mais il y a probablement plusieurs causes, dont les guerres, la surpopulation et la forte dégradation de l'environnement, qui entraîna le tarissement des principales sources d'eau qui alimentaient les villes. Les migrations massives modifièrent considérablement le paysage du monde maya. Des villes entières se vidèrent et furent rarement repeuplées. La majeure partie de la population s'est dirigée vers les hauteurs, construisant de nouvelles villes plus petites au sommet des collines, où la géographie du terrain permettait une meilleure protection contre les attaques ennemies. Le monde maya fut encore plus touché par l'arrivée des Espagnols en 1511, lorsqu'une caravelle espagnole coula dans les Caraïbes et qu'une douzaine de survivants débarquèrent sur la côte du Yucatan. Ils furent capturés par un seigneur maya et la plupart d'entre eux furent sacrifiés. De 1517 à 1519, 3 expéditions espagnoles explorèrent la côte du Yucatan et livrèrent plusieurs batailles aux habitants mayas. Même les courageux guerriers mayas ne pouvaient rivaliser avec la supériorité militaire des Espagnols qui disposaient d'armes à feu, de canons, d'armures et d'épées en acier. Les principales villes mayas furent capturées et pillées par les Espagnols, dont la principale intention était de trouver de l'or pour enrichir leurs coffres. Nord-Petén fut la dernière ville maya indépendante à tomber aux mains des Espagnols en 1697. Bien que les conquêtes espagnoles aient affaibli la culture maya, celle-ci ne s'est pas éteinte. Les croyances et la langue maya résistèrent à l'épreuve du temps. Le calendrier rituel de 260 jours est toujours utilisé dans les communautés mayas modernes des hauts plateaux du Guatemala et du Chiapas, où des millions de locuteurs mayas habitent le territoire où leurs ancêtres développèrent leur civilisation. Les nations et tribus indigènes d'Amérique du Nord jouèrent un rôle clé dans l'histoire de la fondation des États-Unis. Si de nombreuses cultures indigènes jouèrent un rôle important pendant la période de colonisation du Far West, peu d'entre elles peuvent se targuer d'avoir joué un rôle aussi important que les Indiens Apaches. Les Indiens Apaches étaient des guerriers enragés qui refusaient d'abandonner leurs terres, malgré les difficultés croissantes auxquelles ils étaient confrontés. Les Apaches sont un groupe de tribus amérindiennes culturellement apparentées du sud-ouest des États-Unis. Ils sont de lointains parents des Navaros, avec lesquels ils partagent la langue athapascane, parlée dans tout l'ouest des États-Unis. Historiquement, les terres des Apaches comprenaient des régions qui correspondent aujourd'hui à l'est de l'Arizona, au nord du Mexique, au Nouveau-Mexique, à l'ouest du Texas et au sud du Colorado. Ces régions sont connues collectivement sous le nom d'Apacheria. Les premiers Apaches étaient un peuple nomade qui couvrait une grande partie des États-Unis et se déplaçait jusqu'au Mexique. Ils étaient essentiellement des chasseurs et des cueilleurs, certains groupes chassant le bison et d'autres pratiquant une agriculture limitée.
Les Apaches vivaient dans deux types de maisons traditionnelles, les wickiup et les tipis. Le wickiup était plutôt une maison permanente dont la structure était faite de jeunes arbres formant un dôme recouvert d'écorce ou d'herbe. Les tentes, appelées tipis, étaient des habitations temporaires qui pouvaient être facilement déplacées lorsque la tribu avait besoin de se déplacer pour chasser le bison. Pour transporter leurs tentes et autres objets lorsqu'ils se déplaçaient, les Apaches utilisaient une sorte de traîneau appelé travois, qui pouvait être rempli d'objets et tiré par des chiens. Lorsque les Européens importèrent les chevaux en Amérique, les Apaches commencèrent à les utiliser pour traîner les travois. Comme les chevaux étaient beaucoup plus grands et plus forts, les travois pouvaient être plus grands et transporter beaucoup plus d'objets. Cela permit également aux Apaches de construire des tentes plus grandes. Traditionnellement, les guerriers ne portaient pas de coiffe de guerre en plumes, bien que les Apaches des plaines aient adopté les coiffes de leurs amis Kiowas. La plupart des tribus Apaches portaient des diadèmes en cuir ou en tissu. Les Apaches portaient des masques en bois et des coiffes spéciales pour les cérémonies religieuses. La peinture faciale dépendait du type de cérémonie et différait selon qu'il s'agissait d'une bataille ou non. Chaque fois qu'un chef de tribu était choisi, il l'était démocratiquement. La décision des Apaches de choisir leur chef était basée sur le respect de chaque candidat. Si le candidat ne jouissait pas du respect de nombreux membres de la tribu, il perdait son poste. Pour les Apaches, il était important que les membres de la tribu aient une grande confiance en leur chef. Les tribus Apaches ont une longue histoire de lutte pour leur territoire. Elles se sont battues contre les envahisseurs espagnols et mexicains au XVIIe siècle et contre les Américains au XIXe siècle. La bravoure de ces guerriers indigènes se reflète dans le nom même dont ils étaient désignés. Le terme Apache vient probablement du mot Apachu, qui signifie ennemi dans la langue zuni des peuples indigènes qui vivaient à l'ouest du Nouveau-Mexique. Lorsque le commerce des chevaux et des armes se concentra dans les plaines centrales vers 1750, les raids indiens menés par des groupes autrefois nomades, tels que les Comanches, augmentèrent de manière significative. Les Apaches qui vivaient dans les plaines subirent une forte pression de la part des Comanches et durent se replier vers le sud et l'ouest. Finalement, ces Apaches déplacés intensifièrent leurs raids contre d'autres Indiens et des colons pour obtenir de la nourriture et du bétail. Les raids Apaches contre les colons et les migrants traversant leurs terres se prolongèrent pendant la période d'expansion vers l'ouest des États-Unis et l'acquisition du Nouveau-Mexique par les États-Unis en 1848. On distinguait trois tribus Apaches, la tribu Chiricahua, la tribu Jicarilla et la tribu Mescalero. Les Chiricahua étaient les Apaches de la Grande Montagne, ainsi nommés en raison de leur ancienne résidence dans les contreforts du sud-est de l'Arizona. Ils étaient les plus pugnaces des Indiens d'Arizona. Leurs raids s'étendaient au Nouveau-Mexique, au sud de l'Arizona et au nord de Sonora, au Mexique. Certains de leurs chefs les plus notables étaient les Cochise, les Naïches et les Geronimo. Les Jicarillas sont l'un des 6 groupes qui ont migré du Canada entre 1300 et 1500 après Jésus-Christ. En se dirigeant vers le sud, ils se sont installés dans le sud-ouest, où leur territoire traditionnel couvrait plus de 50 millions d'acres dans le nord du Nouveau-Mexique, le sud du Colorado et l'ouest de l'Oklahoma. Les Mescaleros étaient l'un des groupes d'Apaches les plus virulents du sud-ouest lorsqu'il s'agissait de défendre leur patrie. Chasseurs et guerriers nomades, ils se déplaçaient à cheval sur leur wickiup, au Texas, en Arizona et au Mexique. Entre 1700 et 1750, de nombreux groupes Mescaleros furent délogés des plaines du sud et du centre du Texas par leurs ennemis Comanches. Ils trouvèrent refuge dans les montagnes du Nouveau-Mexique, de l'ouest du Texas et du Mexique. À la fin du 19e siècle, les Apaches menèrent de nombreuses batailles contre le gouvernement des États-Unis. Ils tentaient de se défendre contre l'agression et la conquête de leurs terres. Plusieurs grands chefs Apaches apparurent, tels que Cochise et Geronimo. Ils menèrent une lutte acharnée pendant des décennies, mais durent finalement se rendre et furent contraints de créer des réserves. En 1849, de l'or fut découvert à San Francisco, ce qui donna lieu à la ruée vers l'or en Californie. De nombreux citoyens américains vivant dans l'est du pays commencèrent à migrer vers la Californie. Par conséquent, ils traversaient souvent les terres des Apaches. Les relations tendues entre les Apaches et les Américains commencèrent à devenir hostiles. C'est ce que l'on a appelé les guerres Apaches. Lorsque la guerre civile américaine éclata entre 1861 et 1865, le flux migratoire vers l'ouest fut freiné. Cependant, les Apaches continuèrent à défendre leurs terres. Après la guerre, les États-Unis violèrent plusieurs traités qu'ils avaient conclus avec les Apaches et continuèrent à les chasser de leurs terres. La civilisation Inca s'est développée et a prospéré dans certains des endroits les plus inhospitaliers de la planète.
Aux points les plus élevés, l'air est si raréfié qu'il est difficile de respirer. Les tremblements de terre et les volcans ont également fait partie des difficultés surmontées par les Incas, ce qui les a rendus très habiles dans l'art de la survie. Les Incas formaient le plus grand empire de l'Amérique du Sud précolombienne. Situé principalement dans la cordillère des Andes, l'empire englobait les actuels Pérou, Équateur, Bolivie, Argentine et une grande partie du Chili, ainsi que l'extrémité sud-ouest de la Colombie. La langue officielle de l'empire Inca était le Quechua, parlé par de nombreux peuples indigènes d'Amérique du Sud. Elle est antérieure à l'empire Inca et est encore parlée aujourd'hui par environ 10 millions de personnes appartenant à différents groupes ethniques. Même sans utiliser la roue, les animaux de trait, la métallurgie du fer et un système d'écriture, les Incas ont réussi à maintenir l'un des plus grands états impériaux de l'histoire. Leur architecture était monumentale et un vaste réseau de routes permettait d'atteindre tous les coins de l'empire. Ils sont également à l'origine de grandes innovations agricoles qui ont permis de produire de la nourriture dans un environnement difficile. Dans la langue quechua, le mot Inca signifie dirigeant, une petite classe dirigeante d'environ 40 000 personnes. Ces derniers régnaient sur une population d'environ 10 millions de personnes issues de différents groupes ethniques. Les Espagnols ont adopté le terme Inca pour désigner tous les sujets de l'empire, et pas seulement la classe dirigeante. L'origine des Incas est entourée de mythes et de légendes qui peuvent contenir une part de vérité historique. La légende veut que le premier souverain Inca soit Manco Cápac, roi semi-légendaire et fondateur du royaume de Cusco et de la lignée Inca, à laquelle tous les souverains suivants seraient liés par le sang ou la spiritualité. Vers 1438, les Incas entamèrent une vaste expansion sous l'égide de Pachacuti, conquérant le territoire actuel du Pérou. Pachacuti réorganisa le royaume de Cusco et on pense qu'il construisit la célèbre cité de Machu Picchu dans les montagnes orientales du sud du Pérou. C'est aujourd'hui l'une des principales attractions touristiques du pays. La domination Inca s'est établie principalement par le biais de négociations politiques. Pachacuti envoyait des messages aux chefs de nombreux villages pour leur vanter les avantages de faire partie de son empire. Il leur offrait des cadeaux somptueux tels que des tissus de grande qualité et leur promettait qu'ils seraient matériellement plus riches en tant que ses sujets. La plupart d'entre eux acceptèrent la domination des Incas car l'autre option était la soumission par la force. Les chefs qui refusaient étaient vaincus au combat et exécutés sans pitié. Les familles de certains d'entre eux furent épargnées et leurs enfants amenés à Cusco où ils apprirent les systèmes d'administration Inca pour gouverner plus tard leur terre d'origine. Les Incas désignaient leur empire par le nom de Tawantinsuyu, ce qui signifie les 4 provinces en raison des divisions territoriales de l'empire. Les 4 coins des provinces se rejoignaient à Cusco, qui jouait un rôle similaire à celui d'un district fédéral moderne. La séparation des provinces fut probablement créée vers 1460 sous le règne de Pachacuti. Le grand chef Pachacuti eut un fils nommé Tupac Inca Yupanqui, qui devint également un important chef militaire. C'est lui qui élargit l'empire Inca à l'Équateur et à la Colombie en battant le royaume de Chimor, également puissant, qui dominait auparavant ces territoires. Selon certains historiens, les rôles masculins et féminins étaient considérés comme égaux dans la société Inca. Les femmes étaient parfois autorisées à posséder des terres et des troupeaux, l'héritage étant transmis du côté maternel et paternel de la famille. Les hommes et les femmes se partageaient les tâches quotidiennes, s'occuper des enfants, tisser, cuisiner, préparer les champs à cultiver et à construire les maisons. Ils se partageaient également l'élevage des lamas et des alpagas, les seuls grands animaux que l'on pouvait domestiquer sur ces terres. Ils étaient également une source de viande, de lait et de laine chaude pour l'hiver. Les croyances religieuses des Incas englobaient plusieurs rites basés sur un système mythologique qui influençait tous les aspects de la vie, y compris le travail, les festivités et les cérémonies. Ils étaient polythéistes et vénéraient des divinités locales et régionales. Ils croyaient à la réincarnation après la mort et imaginaient l'au-delà comme un paradis terrestre avec des champs de fleurs et des montagnes enneigées. Pour les Incas, la mort par le feu ou l'incinération du cadavre était un tabou. Brûler le corps ferait disparaître la force vitale et menacerait le passage du défunt dans l'autre monde. C'est peut-être ce qui expliquerait la coutume d'enterrer les morts dans des endroits reculés et difficilement accessibles. Souvent, les corps étaient enterrés en altitude, sur des pentes ou au sommet des montagnes. Le climat des différents sites choisis par les Incas pour enterrer leurs morts permit dans certains cas la momification naturelle des corps. Certains spécimens furent retrouvés dans un état de conservation élevé, conservant les traits du visage, les cheveux, les vêtements et
et même les organes internes. Les momies retrouvées étaient pour la plupart des enfants, ce qui révèle la cruauté du monde inca. Cela prouvait que des sacrifices humains étaient souvent pratiqués afin d'apaiser la colère des dieux. La Donchela est l'une des momies incas les plus célèbres, une jeune fille de 15 ans qui serait morte dans son sommeil. L'architecture était l'art inca le plus important. L'exemple le plus remarquable est le Machu Picchu, construit par les ingénieurs incas. Les principales structures incas étaient constituées de blocs de pierre dont l'ajustement était si parfait qu'un couteau ne pouvait être inséré dans la maçonnerie. Ces constructions survécurent pendant des siècles, sans l'utilisation de mortiers pour les soutenir. Les calendriers incas étaient étroitement liés à l'astronomie. Les astronomes incas enregistraient les équinoxes, les solstices et le cycle de la planète Vénus. Mais ils ne pouvaient pas prédire les éclipses, comme c'était le cas dans le calendrier maya. Le calendrier inca était essentiellement lunisolaire, deux calendriers étaient tenus en parallèle, l'un solaire et l'autre lunaire. L'armée inca était la plus puissante de l'époque. Tout villageois ou fermier pouvait être recruté comme soldat en vertu du système de service public obligatoire. Tout inca physiquement apte et en âge de combattre devait partir à la guerre. À l'apogée de l'empire, chaque section contribuait à la formation d'une armée. Les incas n'avaient ni fer ni acier, leurs armes étaient essentiellement composées de pierre et de bois. Les plus sophistiqués étaient fabriqués en cuivre ou en bronze, avec un équipement aussi rudimentaire, les Incas ne pouvaient pas faire grand-chose contre les invasions espagnoles qui commencèrent en 1528. En juillet 1529, la reine d'Espagne signa une lettre permettant aux conquistadors espagnols menés par Francisco Pizarro et ses frères d'entamer une expédition pour conquérir le Pérou et soumettre les Incas. L'objectif était de mettre à sac les villes et de s'emparer des réserves de ressources naturelles et de pièces d'or. Les envahisseurs espagnols apportèrent avec eux de nouvelles maladies, telles que la grippe, la variole, le typhus et la rougeole. Les Incas avaient peu de défense naturelle contre ces maladies et une grande épidémie se répandit dans les villes incas, tuant des milliers de personnes. Les Incas eux-mêmes entrèrent dans une guerre civile pour le droit de succession au trône, ce qui affaiblit encore plus l'empire. En novembre 1532, Francisco Pizarro captura Atahualpa, le dernier empereur inca. Atahualpa fut emprisonné et contraint de collaborer avec les Espagnols. Il donna aux Espagnols suffisamment d'or pour remplir la pièce où il était emprisonné et le double en argent. Atahualpa respecta cette promesse lors d'une tentative de sauvetage, mais Pizarro le trompa en refusant de libérer l'Inca après avoir reçu la fortune. Les Espagnols exécutèrent Atahualpa et l'empire inca commença à se désintégrer. De nombreux groupes ethniques gouvernés par les Incas accueillirent les envahisseurs espagnols comme des libérateurs et établirent des alliances avec eux pour partager la domination des ressources et l'exploitation des terres. En 1572, la dernière forteresse inca fut conquise et le dernier dirigeant, Tupac Amaru, capturé et exécuté. Cela mit fin à la résistance à la conquête espagnole, sous l'autorité politique de l'État inca. Lorsque Pizarro et les Espagnols assujettirent et contrôlèrent le continent, ils convertirent de force de nombreuses personnes au christianisme, prétendant les avoir éduquées selon la seule vraie religion. Les fonctionnaires coloniaux espagnols réduisirent brutalement les indigènes en esclavage. Un membre de chaque famille était contraint de travailler dans les mines d'or et d'argent. Les épidémies apportées par les Européens dévastèrent le peuple inca et sa culture. Aujourd'hui, les descendants des Incas vivent dans les Andes et représentent près de la moitié de la population péruvienne dont les traditions entretiennent la fierté d'avoir autrefois formé un puissant empire. La région connue sous le nom de Grande Plaine, qui s'étend à l'est des montagnes rocheuses aux États-Unis et au Canada, a abrité de nombreuses tribus indiennes différentes, chacune avec ses propres particularités et traditions. Parmi les différentes tribus nord-américaines, la nation Comanche était l'une des plus actives et des plus puissantes. Elle habitait les territoires qui comprennent aujourd'hui le centre-nord du Texas, l'est du Nouveau-Mexique, le sud-est du Colorado, le sud-ouest du Kansas et l'ouest de l'Oklahoma. Les colonisateurs espagnols appelèrent ce territoire historique la Comancheria. À l'origine, les Comanches faisaient partie d'un groupe de tribus connues sous le nom de Shoshones de l'Est, qui vivaient principalement dans la région du Wyoming et partageaient la même langue et les mêmes coutumes. Les Shoshones avaient un mode de vie très proche de celui des anciens chasseurs et cueilleurs de la préhistoire, vivant en nomades et sans puissance militaire notable. Cela devait changer avec l'arrivée des conquistadors espagnols vers l'an 1500. Les Européens apportèrent sur le continent américain des armes à feu et surtout des chevaux, ce qui entraîna de grands changements dans la culture des peuples indigènes. La maîtrise des chevaux permit aux Comanches d'acquérir une supériorité tactique sur les tribus voisines qui ne disposaient pas encore de ces animaux. Les Comanches se séparèrent des Shoshones avec environ 10 000 membres.
Ils émigrèrent d'abord dans les plaines centrales avant de se diriger vers le sud, dans une région qui s'étendait de la rivière Arkansas jusqu'au centre du Texas. Au fur et à mesure de leur migration, la population comanche augmenta considérablement en raison de l'abondance des bisons. Grâce aux chevaux, encore une fois, ils purent être chassés plus facilement et devinrent la principale source de nourriture des Comanches. Avec l'accroissement de leur population et le développement d'une culture guerrière, les Comanches deviennent rapidement les guerriers les plus redoutés de leur territoire. Ils étaient réputés pour leur sauvagerie au combat et leur grande habileté à cheval. Ils étaient également redoutés pour leur habitude de kidnapper des gens et de les maltraiter de manière très cruelle, considérant leurs captifs comme des esclaves ou des marchandises à échanger contre des fourrures ou des chevaux. Les Comanches luttèrent contre les Apaches et les repoussèrent hors des plaines. À la fin du XVIIIe siècle, la lutte entre Comanches et Apaches a pris des proportions légendaires. En 1784, le gouverneur du Texas, Domingo Cabello, écrit que les Apaches furent vaincus dans les plaines du Sud au cours d'une bataille qui dura 9 jours quelque part dans le nord-ouest du Texas. Les Indiens Comanches avaient souvent recours à des raids nocturnes contre leurs ennemis. Les nuits de pleine lune, la visibilité était meilleure, ce qui permettait aux Comanches de voir leurs itinéraires. C'est ce qui donna naissance au terme anglais Comanche Moon, lorsque les Comanches attaquaient pour capturer des chevaux, des otages et des armes. Contrairement à d'autres lignées indigènes telles que les Cheyennes et les Arapaos, les Comanches ne constituèrent jamais une unité politique reconnue par tous les membres. Ils se divisèrent plutôt en tribus autosuffisantes, poursuivant leurs objectifs économiques et politiques. Partageant la même langue et la même culture, ils se battaient parfois entre eux et étaient parfois en paix, travaillant ensemble. Au XIXe siècle, ils commencèrent à voler du bétail aux colons du Texas et à le revendre au Nouveau-Mexique. Pendant cette période, ils se battirent contre les Mexicains et les colons européens, ainsi que contre de nombreuses autres tribus des plaines. Après avoir dominé la région du Texas, y compris l'ouest de l'Oklahoma et le nord-est du Nouveau-Mexique, les Comanches réussirent si bien dans l'art de dompter les chevaux qu'ils commencèrent à en fournir aux commerçants français et américains. Au XIXe siècle, la pratique funéraire traditionnelle des Comanches consistait à envelopper le corps du défunt dans une couverture et à le déposer sur un cheval, derrière un cavalier. Ce dernier partait ensuite à la recherche d'un lieu de sépulture approprié, par exemple une grotte sûre. Après l'enterrement, le cavalier retournait au camp où les parents endeuillés brûlaient tous les biens du défunt. Cette coutume perdura jusqu'à ce que les missionnaires chrétiens persuadent les Comanches d'enterrer leurs morts dans des cercueils dans des cimetières. Au cours du XIXe siècle également, les Comanches parvinrent à maintenir leur indépendance et même à accroître leur territoire. Bientôt cependant, cette ère de prospérité sera gravement affectée par une vague d'épidémies due à des maladies eurasiennes contre lesquelles les Comanches n'étaient pas immunisés, telles que la variole et la rougeole. Les épidémies de variole et de choléra, survenues entre 1817 et 1849, eurent un impact majeur sur les Comanches, dont la population passa d'environ 20 000 à seulement 7 000 personnes. Dans les années 1860, les efforts pour déplacer les Comanches vers une réserve dans le territoire indien de l'Oklahoma commencèrent. Le gouvernement américain leur fournit des églises, des écoles et des rentes en échange d'une vaste étendue de terre totalisant plus de 60 000 miles carrés. Les Américains promirent également d'arrêter les chasseurs de bisons qui décimaient les grands troupeaux des plaines à condition que les Comanches ainsi que les Apaches, les Kiowa, les Cheyennes et les Arapaos quittent leurs terres. Mais le gouvernement ne mit pas fin au massacre des troupeaux et les Comanches ripostèrent en attaquant un groupe de chasseurs au Texas. Ce conflit est connu sous le nom de deuxième bataille d'Adobe Walls. L'attaque fut un désastre pour les Comanches et l'armée américaine fut appelée pendant la guerre de la Rivière Rouge pour supprimer les Comanches restants dans la région, les déplaçant de force dans la réserve indienne. En l'espace de 10 ans seulement, les bisons étaient en voie d'extinction, mettant fin au mode de vie des chasseurs Comanches. En mai 1875, le dernier groupe de Comanches libres s'est rendu et s'est installé dans la réserve de Fort Sill, en Oklahoma. Le recensement de 1890 révéla qu'il n'y avait plus que 1598 Comanches dans la réserve de Fort Sill. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux Comanches quittèrent leur terre tribale traditionnelle de l'Oklahoma à la recherche d'un emploi et d'autres opportunités dans les villes californiennes. Environ la moitié de la population Comanche vit encore en Oklahoma, le reste étant dispersé au Texas, en Californie et au Nouveau-Mexique. Aujourd'hui, de nombreux Comanches de tous les États-Unis se réunissent chaque année pour célébrer leur héritage et leur culture.
Réputés pour leurs merveilles architecturales et leurs cités monumentales, leurs guerriers brutaux et leurs rituels sanglants, les Aztèques établirent un gigantesque empire qui s'épanouit au centre même de l'actuel Mexique. Les origines du peuple aztèque sont entourées de nombreux mystères et légendes. Les historiens ont trouvé des preuves que vers 1065 après Jésus-Christ, il y a eu une migration massive de plusieurs tribus indigènes vers la vallée du Mexique. Les raisons exactes de cette migration restent un mystère, mais la réponse se trouve peut-être dans une ancienne légende transmise de génération en génération parmi les Aztèques. La légende raconte qu'il était une fois 7 tribus différentes qui vivaient dans un endroit appelé Chicomostoc, le lieu des 7 grottes. Elles partageaient toutes la même langue, qui devint plus tard la langue Nahua. Pour des raisons inexpliquées, les tribus entamèrent une grande migration et s'installèrent dans un paradis mythique appelé Aztlan, dans lequel toutes les tribus purent prospérer. Les tribus étaient Xochimilca, Tlahuica, Acolua, Tlaxcalteca, Tepaneca, Chalca et Mexica. Pour les historiens, l'Aztlan se situerait dans le nord-ouest du Mexique ou dans le sud-ouest des États-Unis. Les habitants de l'Aztlan commencèrent à s'appeler les Aztèques, un nom qui signifie peuple de l'Aztlan en langue Nahua. Progressivement, certaines tribus devinrent plus nombreuses et plus puissantes que d'autres, et une élite despotique dirigea d'une main de fer les terres et les habitants de l'Aztlan. Pour échapper à leurs oppresseurs, certaines tribus fuirent l'Aztlan à la recherche de nouveaux territoires à coloniser. Et la tribu Mexica fut responsable de la diffusion de la culture aztèque, construisant les principales villes aztèques au Mexique. Toujours selon la légende, vers 1323, les Mexicains eurent la vision d'un aigle perché sur un cactus épineux dévorant un serpent. Cette vision leur indiquait l'endroit où ils devaient construire leur colonie. Les Mexicains ont construit la ville de Tenochtitlan sur une petite île marécageuse du lac Texcoco, le lac intérieur du bassin du Mexique. La dynastie royale mexicaine a reçu sa charte lorsque Acamapichtli fut nommé premier roi de Tenochtitlan. Néanmoins, les Mexicas restaient soumis au contrôle du royaume de Tepanecas, auquel ils devaient abandonner leurs guerriers et payer un tribut. Après de longues années de servitude et de lourds impôts, les Mexicas se sont associés à d'autres tribus de la région et ont mené une violente guerre contre les Tepanecs, qui ont été décimés et dont les villes ont été capturées. À la suite de cette victoire, Tenochtitlan devint la cité-état dominante de la vallée du Mexique. Les Mexicas et leurs alliés formèrent les fondations de l'Empire aztèque. La société aztèque était divisée en classes sociales, la noblesse étant la classe la plus privilégiée, ayant le droit de porter des vêtements particulièrement élégants et de consommer des produits de luxe, ainsi que de posséder des terres et de commander la main-d'œuvre de la plèbe. La plupart des nobles puissants étaient appelés seigneurs et possédaient des domaines ou des maisons royales. Ils étaient autorisés à occuper les plus hautes fonctions au sein du gouvernement ou à diriger l'armée. La deuxième classe sociale était formée par les paysans et les ouvriers en général, qui, par leur travail et leur production alimentaire, constituaient une source de revenus extrêmement utile pour la ville. Certains citoyens de la deuxième classe ne possédaient pas de terre et travaillaient directement pour un seigneur de la noblesse, s'assurant ainsi le droit de vivre sur ces terres. Ce système était assez proche des fiefs de l'Europe médiévale. Comme de nombreux peuples précolombiens, la société aztèque s'est largement inspirée de l'agriculture du maïs. Le climat humide de la vallée du Mexique, avec ses nombreux lacs et marécages, favorisait une agriculture intensive. Les principales cultures, outre le maïs, étaient les haricots, les courges, les poivrons et l'amarante. Une autre méthode importante de production agricole dans la vallée était la construction de chinampas, qui étaient des étendues de terres agricoles créées par l'homme à partir d'une alternance de couches de boue provenant du fond des lacs, de matières végétales et d'autres types de végétation, et qui pouvaient être cultivées tout au long de l'année. Lorsque Tenochtitlan devint un grand centre urbain, des aqueducs alimentèrent la ville en eau à partir de sources situées sur les rives du lac, et un système fut mis en place pour collecter les déchets humains afin de les utiliser comme engrais. Cette infrastructure fit de Tenochtitlan une ville comparable à la Rome antique en termes de sophistication et d'innovations architecturales. Capitale de l'Empire aztèque, Tenochtitlan était située à l'emplacement de l'actuelle ville de Mexico. Elle fut construite selon un plan fixe et centrée sur la grande pyramide de Tenochtitlan, qui s'élevait à 50 mètres de haut au-dessus de la ville. Le temple était surnommé Hueyi Teocayi et était sacré pour les dieux de la guerre, de la pluie et de l'agriculture, chacun ayant un sanctuaire au sommet de la pyramide avec des escaliers séparés. Les Aztèques étaient particulièrement attachés aux arts et à l'artisanat, ils considéraient les activités artistiques comme un
signe d'intellectualité. Les beaux-arts comprenaient l'écriture et la peinture, le chant et la composition de poèmes, la sculpture et la production de mosaïques. Certains artisans se consacraient à la fabrication de céramique fine, à la confection de plumes complexes pour les guerriers et les nobles et au travail des métaux, notamment du cuivre et de l'or. Les Aztèques utilisaient 2 calendriers simultanés, un calendrier rituel de 260 jours et un calendrier solaire de 365 jours. Chaque jour avait un nom et un nombre dans les 2 calendriers. Les 2 dates se combinaient une fois tous les 52 ans. Les rituels mensuels concernaient l'ensemble de la population puisque les cérémonies se déroulaient dans chaque maison, dans les temples et dans l'enceinte sacrée principale. La religion aztèque était principalement organisée autour de la pratique de rituels dédiés à un panthéon de divinités distinctes et organisés à des dates précises du calendrier. Comme les autres peuples précolombiens, les Aztèques étaient polythéistes et faisaient de la religion l'une des pierres angulaires de leur culture. Une caractéristique essentielle de leur religion était l'offrande de sacrifices aux divinités, en guise de remerciement ou de paiement pour la poursuite du cycle de la vie. De nombreux festivals donnaient lieu à différentes formes de danse, à la narration de récits mythiques par des personnificateurs de divinités et à des sacrifices sous forme de nourriture, d'animaux et de victimes humaines. Pour les Aztèques, la mort était essentielle à la perpétuation de la création, et les dieux comme les hommes avaient la responsabilité de se sacrifier pour permettre à la vie de continuer. Les humains étaient considérés comme responsables de la renaissance permanente du soleil, ainsi que de la rémunération de la terre pour sa fertilité. Alors que presque tous les peuples précolombiens de Mésoamérique pratiquaient des sacrifices humains, les Aztèques poussèrent cette coutume à un niveau inégalé. Pour la consécration de la grande pyramide de Tenochtitlan en 1487 par exemple, les sources aztèques et espagnoles rapportent que 80 000 prisonniers furent sacrifiés en 4 jours. Ce chiffre est jugé exagéré par de nombreux spécialistes, mais d'autres estimations évaluent le nombre de sacrifices humains à 20 000 victimes par an. L'Empire atteignit son apogée en 1519, juste avant l'apparition d'un groupe hétéroclite de conquistadors espagnols menés par Hernán Cortés. Les Espagnols s'allièrent aux cités-États opposés aux Mexicains et se lancèrent dans une guerre totale et violente contre les habitants de Tenochtitlan. Après la chute de la ville le 13 août 1521 et la capture de l'empereur Cuauhtémoc, les Espagnols fondèrent la ville de Mexico sur les ruines de Tenochtitlan. Après l'arrivée des Européens au Mexique et leur campagne militaire réussie pour conquérir les villes aztèques, les populations indigènes diminuèrent de façon spectaculaire. Cette situation est en grande partie due aux épidémies de différents types de virus introduits sur le continent et contre lesquels les indigènes n'étaient pas immunisés. Les épidémies de variole ravagèrent la population de Tenochtitlan, ce qui contribua grandement à l'effondrement de la ville. Alors que la superstructure de l'Empire aztèque fut détruite en 1521, les Espagnols exploitèrent les cités-États dans lesquelles l'Empire avait été construit pour contrôler les populations indigènes par l'intermédiaire de leurs nobles locaux. Ces nobles juraient fidélité à la couronne espagnole et se convertissaient au christianisme, en échange de quoi ils étaient reconnus comme nobles par la couronne espagnole. Les nobles servaient de médiateurs pour prélever des impôts et exploiter la main-d'œuvre pour leurs nouveaux seigneurs, contribuant ainsi à l'établissement de la domination coloniale espagnole. Au XIXe siècle, la représentation des Aztèques comme des barbares non civilisés fut remplacée par des versions romancées, avec une culture hautement développée qui rivalisait avec les anciennes civilisations européennes. La culture et l'histoire aztèque jouèrent un rôle fondamental dans la formation de l'identité nationale mexicaine. Aujourd'hui encore, l'un des principaux blasons militaires du Mexique représente un aigle royal perché sur un cactus épineux et dévorant un serpent à sonnette. Cette représentation est ancrée dans la légende selon laquelle les Aztèques savaient où construire leur ville en apercevant un aigle dévorant un serpent au sommet d'un cactus. Depuis des siècles, cette image est l'un des premiers symboles de la politique et de la culture mexicaine. À son apogée, la culture aztèque possédait une tradition mythologique et religieuse complexe et riche, ainsi que des réalisations architecturales et artistiques impressionnantes. L'héritage des Aztèques résonne aujourd'hui au Mexique sous de nombreuses formes. Les sites archéologiques sont fouillés et ouverts au public, et leurs objets sont exposés avec fierté dans les musées. Les noms de lieux et les mots aztèques imprègnent encore le vocabulaire des Mexicains, perpétuant ainsi la mémoire de ce peuple remarquable. Les Cheyennes sont des tribus amérindiennes qui parlent une langue d'origine algonquienne, qui était largement utilisée par différentes tribus de la côte est de l'Amérique du Nord jusqu'aux montagnes rocheuses. Ils étaient intimement liés à d'autres tribus, telles que les Arapaho et les Gros-Ventres, favorisant les liens avec les Sioux Lakota. Les Cheyennes faisaient partie des tribus les plus importantes des plaines, vivant et chassant principalement dans les collines et les prairies le long des fleuves Missouri et Rouge. Ils s'appelaient eux-mêmes Tzitzit, un nom qui se traduit de nombreuses façons différentes.
et qui peut signifier peuple égal ou notre peuple. À l'origine, les Cheyennes vivaient dans la région des Grands Lacs, dans le Minnesota et sur le fleuve Missouri, où ils s'installaient dans des maisons en rondins recouvertes de terre, dans des établissements permanents, cultivaient le maïs et les citrouilles, chassaient les animaux sauvages, récoltaient le riz sauvage et fabriquaient des poteries. À la fin des années 1600, cependant, ils ont commencé à migrer vers l'ouest, très probablement en raison de la concurrence et des conflits avec les Indiens Ojibwe, Arikara et Mandan. En migrant vers le sud-ouest, leur mode de vie a évolué vers celui de chasseurs et de cueilleurs nomades. Dans les années 1700, les Cheyennes ont pris en charge les chevaux apportés par les Espagnols et sont devenus d'habiles chasseurs de bisons. Néanmoins, les conflits contre leur ennemi Sioux ont fini par pousser les Cheyennes plus loin dans les plaines, qui, à leur tour, ont poussé la tribu des Kiowas plus au sud. En 1832, les Cheyennes se séparent en deux groupes, l'un habitant à la Platte River près des Black Hills et l'autre vivant près de la rivière Arkansas, plus au sud dans le Colorado. Ceux qui se sont déplacés vers la rivière Arkansas ont fini par entrer en conflit avec les Kiowas et leur alliés Comanches. Plusieurs batailles féroces les opposèrent jusqu'en 1840, date à laquelle une alliance fut formée avec les tribus Kiowas, Apaches et Comanches. En vertu du traité de Fort Lamary de 1851, le premier territoire Cheyenne a été établi dans le nord du Colorado, comprenant les sites actuels de Fort Collins, Denver et Colorado Springs. Une paix signée avec les Kiowas permit aux Cheyennes d'étendre leur incursion plus au sud. En 1853, ils menèrent leur propre raid au Mexique avec des résultats désastreux, ayant perdu la plupart de leurs guerriers dans une bataille avec les Mexicains. Alors que de nouveaux colons européens et américains poussaient vers l'ouest dans les années 1850, les Cheyennes, ainsi que leurs nouveaux alliés, commencèrent bientôt à se rebeller contre les pionniers ainsi que l'armée américaine. Lors de la découverte d'or au Colorado, le traité de 1851 a été violé et le territoire qui avait été donné aux Cheyennes leur a été retiré. Quelques guerriers Cheyennes ont attaqué au moins 3 groupes de colons immigrants. Une armée combinée de 400 soldats américains se dirigea vers l'est à travers les plaines à la recherche des Cheyennes pour les punir de leurs crimes. Influencés par un guérisseur nommé White Bull, les Cheyennes se lancèrent dans la bataille en croyant que la médecine spirituelle empêcherait les fusils des soldats américains de tirer. Les Cheyennes encerclèrent les troupes qui approchent, alors qu'elles suivent près de la rivière Solomon. L'officier américain Edwin Sumner a commandé une charge de cavalerie et les troupes ont chargé en avant, sabres tirés, tandis que les Cheyennes étaient obligés de fuir. Ce fut la première bataille que les Cheyennes livrèrent contre l'armée américaine. Les troupes américaines continuèrent à avancer et 2 jours plus tard, elles brûlèrent un camp Cheyenne et anéantirent les quartiers d'habitation et les réserves hivernales de viande de bison. Cela a déclenché ce que l'on a appelé la guerre de Colorado de 1864 à 1865. Le peuple Cheyenne fut alors contraint de se déplacer vers une réserve en Oklahoma, où un autre conflit eut lieu aux premières heures du matin du 27 novembre 1868. Après avoir connu un certain nombre d'erreurs de communication, le lieutenant-colonel George Armstrong Custer a dirigé la 7e cavalerie des États-Unis dans un raid sur un campement Cheyenne paisible. La vengeance des Amérindiens devait avoir lieu lors de la bataille de Little Bighorn, le 25 juin 1876, lorsque les Cheyennes, ainsi que les Sioux Lakotas et une petite bande d'Arapaos, anéantirent l'armée de George Custer, qui fut également tué au cours du conflit. Cette bataille est devenue connue comme la plus grande victoire des Indiens d'Amérique, car 262 soldats sont morts dans la bataille, alors que seulement une 60aine de guerriers indiens ont été tués. Après la bataille de Little Bighorn, d'autres efforts ont été déployés pour forcer les Cheyennes à s'installer dans une réserve en territoire indien. En 1877, près de 1000 Cheyennes du Nord ont été emmenés de force en Oklahoma, où ils ont trouvé des conditions épouvantables, beaucoup tombant malades et mourant de malaria. Incapables de s'adapter au climat chaud, les Cheyennes du Nord s'enfuirent vers le nord, menés par les chefs Blind Knife et Little Wolf en 1878. En 1884, un décret a créé une réserve pour les Cheyennes du Nord dans le sud-est du Montana. De nos jours, les Cheyennes possèdent 2 réserves, l'une à Tongue River, Montana, où résident environ 6500 personnes. L'autre réserve, dans le sud-ouest de l'Oklahoma,
compte environ 11 000 membres et est partagé avec leurs alliés de longue date, les Arapaos. Des alliés qui, pendant des décennies, ont lutté ensemble pour le droit de conserver leur mode de vie. Des siècles avant l'arrivée des Européens sur le continent américain, l'Amérique du Nord était habitée par d'innombrables tribus indigènes, dont la plupart menaient un mode de vie semi-nomade, errant d'une région à l'autre à la recherche de nouveaux territoires de chasse et cueillant des fruits et des racines. Au fil du temps, cependant, la croissance démographique entraîna des conflits entre les tribus pour les meilleurs terrains de chasse, qui se terminaient souvent par de violentes batailles. Néanmoins, même à une époque aussi lointaine, la démocratie avait déjà fait son apparition en Amérique du Nord au sein d'une poignée de nations indigènes. Connue sous le nom de Confédération iroquoise, cette Ligue de Nations résulte de la rencontre de 5 tribus des forêts du Nord-Est, tourmentées par des guerres de représailles et de violence depuis de nombreuses générations. Les Iroquois vivaient à l'origine près du lac Ontario et du long de la rivière Mohawk dans l'État de New York. Vers 1600, 5 tribus, les Mohawks, les Oneiutes, les Onondagas, les Cayugas et les Senecas, se réunirent pour former une confédération. Une 6e tribu, les Tuscarora, les rejoignirent en 1722. D'autres tribus parlaient une langue similaire mais ne faisaient pas partie de la confédération. En 1650, les Iroquois pénétrèrent dans l'État de l'Ohio, entre les Grands Lacs et la rivière Ohio. Ils y conquièrent et chassèrent plusieurs groupes d'Amérindiens vivant dans la région. Les conflits qui en résultèrent furent connus sous le nom de guerre des castors, car les Iroquois voulaient plus de terre pour chasser et capturer des castors et des cerfs. Bien que les tribus commençassent à travailler ensemble, elles ne renoncèrent pas pour autant à la guerre. Elles combattirent et capturèrent d'autres tribus indigènes, ainsi que les vagues d'immigrants européens arrivant sur le nouveau continent. Elles se battirent contre les premiers colons français et britanniques. Les Iroquois pratiquèrent le commerce des fourrures avec les Hollandais, puis avec les Britanniques. Contrairement à de nombreuses autres tribus à l'est du Mississippi, les Iroquois n'aimaient généralement pas les Français et échangeaient leur butin de chasse avec les Anglais. Un petit groupe se convertit au catholicisme et aida les Français, mais la majorité des Iroquois soutint les Anglais pendant la guerre dite des Français et des Indiens. Comme c'était assez typiquement le cas chez les Indiens du Nord-Est avant la colonisation, les Iroquois vivaient dans de grandes maisons communautaires appelées malocas, faites de jeunes arbres et recouvertes d'écorces d'orme, chacune abritant plusieurs familles. La famille Maloka était l'unité de base de la société iroquoise traditionnelle et constituait une forme d'organisation sociale. L'agriculture était la principale source de nourriture et les femmes jouaient un rôle particulier car on pensait qu'elles étaient liées au pouvoir de la terre à engendrer la vie. C'est pourquoi les femmes étaient chargées de déterminer comment la nourriture serait distribuée au sein de la communauté. La société iroquoise était matrilinéaire. Lors d'un mariage, le marié et sa famille s'installaient dans la maison de la mariée et la lignée familiale remontait jusqu'à elle. La guerre occupait une place importante dans la société iroquoise. Pour les hommes, le respect de soi était lié à l'obtention d'une gloire personnelle à la guerre. Les prisonniers de guerre étaient souvent réduits en esclavage ou adoptés pour remplacer les membres de la famille décédés. Les pertes au combat et les maladies augmentèrent le besoin de prisonniers, qui devinrent une population importante dans les colonies iroquoises à la fin du XVIIe siècle. Pendant la Révolution américaine, les Iroquois cherchèrent d'abord à rester neutres. Poussés à rejoindre l'un ou l'autre camp, certaines tribus comme les Tuscaroras et Oneiutes se rangèrent du côté des colons, tandis que les Mohawks et les Senecas restèrent fidèles à la Grande-Bretagne, avec laquelle ils entretenaient des relations plus étroites. En 1779, George Washington réquisitionna l'expédition Sullivan, dirigée par le colonel Daniel Brodhead et le général John Sullivan, contre les nations iroquoises pour non seulement envahir, mais détruire l'alliance britannico-indienne. Ils incendièrent de nombreux villages iroquois dans l'ouest de l'État de New York. Les Indiens survivants partirent pour le Canada. La Révolution américaine provoqua une grande division parmi les colons et une rupture au sein de la Confédération iroquoise. Les maladies apportées par les Européens réduisirent la population iroquoise à une fraction de ce qu'elle l'était auparavant. Des centaines d'années de coexistence entre les tribus et de gouvernements collectifs disparurent devant l'immensité de la guerre d'indépendance américaine. À la fin de la guerre, la crainte que les colons ne respectent pas les demandes des Iroquois devint une réalité. Surtout après que la majorité d'entre eux eurent décidé de se ranger du côté des Britanniques et ne furent plus considérés comme fiables par les Américains nouvellement indépendants. Les communautés iroquoises canadiennes d'Oka et de Kanawake devinrent des établissements florissants au XIXe siècle, vivant de l'agriculture et de la vente de traîneaux, de raquettes, de bateaux et de paniers. La société iroquoise se révélera être la menace militaire la plus persistante à laquelle les colons européens devront faire face. Bien que la conquête de leur territoire les ait contraints à abandonner une grande partie de leurs terres, leur héritage demeure.
Certains historiens attribuent certains aspects de la Constitution des États-Unis aux idées iroquoises. La Confédération iroquoise proposa un modèle de fédéralisme, de séparation des pouvoirs et de démocratie participative qui allait inspirer des dirigeants tels que Benjamin Franklin et James Madison lors de la formation des États-Unis. Les Navajos étaient l'une des principales nations indigènes d'Amérique du Nord. Ils habitaient principalement le sud-ouest des États-Unis, qui comprend aujourd'hui les États de l'Arizona, du Nouveau-Mexique et les parties adjacentes de la Californie, du Colorado, du Nevada, de l'Oklahoma, du Texas et de l'Utah. On pense que les Navajos ont initialement migré de l'ouest du Canada, où ils appartenaient à un groupe d'Amérindiens appelés les Athabascans. Selon les chercheurs, certains groupes d'Athabascans sont arrivés dans le sud-ouest américain vers l'an 1300 de l'ère commune. Certains Athabascans se sont installés dans le sud de l'Arizona et du Nouveau-Mexique, formant les différentes tribus Apaches et Navajos. Les croyances religieuses des Navajos affirment que leur origine provient de 3 mondes souterrains et qu'ils ont voyagé à travers ceux-ci en utilisant différentes couleurs, noir, bleu et jaune, jusqu'à ce qu'ils atteignent le monde lumineux, où ils ont émergé dans les montagnes de la Plata, dans le sud-ouest du Colorado. Pour les Navajos, les dieux ont créé les 4 montagnes sacrées, Blanca Peak et Esperus Peak dans le Colorado, le mont Taylor au Nouveau-Mexique et les San Francisco Peaks en Arizona. Il s'agissait de frontières surnaturelles à l'intérieur desquelles tout était sûr et sécurisé. En outre, les dieux ont également établi 4 rivières, qui agissaient comme des gardiens défensifs. L'une d'entre elles était la San Juan, qui jouait un rôle important dans certains mythes Navajos et servait de ligne de démarcation dans les territoires Navajos. Les interactions des Navajos avec d'autres peuples indigènes, tels que les tribus Pueblos du sud-ouest des États-Unis, ont été enregistrées au XVIIe siècle. À cette époque, des réfugiés des Pueblos ont rejoint les Navajos après la répression espagnole de la révolte des Pueblos en 1680. La rébellion a temporairement repoussé les Espagnols au Mexique. Mais en 1693, les Espagnols ont reconquis la région de la vallée du Rio Grande. L'arrivée des Espagnols a également apporté aux Navajos de nouveaux animaux d'élevage, tels que des moutons, des chèvres et des chevaux. Les Navajos étaient très adaptables et ont inclus l'élevage d'animaux domestiques et l'agriculture dans leur système de subsistance. Ils ont également adopté les chevaux et, comme d'autres tribus, les ont utilisés comme moyen de transport ou comme monture au combat. Les influences artistiques des Pueblos ont conduit le peuple Navajo à adopter la poterie peinte et le tissage. Les tapis fabriqués par les Navajos sont des exemples particulièrement délicats de leur art. Une autre tradition artistique importante des Navajos était la création de bijoux en argent, probablement apprise des forgerons mexicains. Les Navajos ont appris tout ce qu'ils pouvaient des autres peuples et l'ont utilisé dans leur société. Cette capacité d'adaptation a permis aux Navajos de devenir la tribu la plus importante et la plus répandue du Sud-Ouest. Bien que les Navajos se soient battus courageusement pour défendre leur territoire contre les envahisseurs espagnols, mexicains et américains, ils ne peuvent être considérés comme une tribu guerrière. Indépendamment de leur bravoure, leur manque d'intégrité politique a toujours été un obstacle à l'organisation militaire. Ils n'ont jamais eu de chef tribal défini, et leurs nombreux chefs n'ont jamais commandé plus qu'un petit nombre de partisans. Manuelito, élu chef en 1855 lors de la conférence avec le gouverneur Meriwether pour négocier un traité, avait probablement plus de partisans que tout autre Navajo dans les temps historiques. Avec leur vaste population, la subjugation du Sud-Ouest par les Américains aurait été beaucoup plus difficile que si les Navajos avaient eu l'insatiable envie belliqueuse des Apaches. En 1864, des milliers de Navajos se sont rendus aux soldats américains et ont effectué la longue marche jusqu'à Fort Sumner, au Nouveau-Mexique, où ils ont vécu dans une réserve dans des conditions horribles. La réserve Navajo a été établie avec la signature du traité en 1868, lorsqu'ils ont enfin été autorisés à retourner sur leur terre natale. Depuis lors, la réserve Navajo s'est considérablement étendue pour atteindre 27 000 m². Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Navajos ont joué un rôle très important au sein des troupes américaines. Lors de la bataille d'Iwo Jima, le major américain Howard Connor, officier de transmission de la 5e division de marine, a déclaré « Sans les Navajos, les marines n'auraient jamais conquis Iwo Jima ». Connor avait 6 code talkers Navajo travaillant jour et nuit pendant les 2 premiers jours de la bataille.
Ces 6 Navajos ont envoyé et reçu plus de 800 messages, tous sans erreur. Les codeurs Navajo ont pris part à tous les assauts des Marines américains dans le Pacifique entre 1942 et 1945. Ils ont servi dans les 6 divisions de Marines, les bataillons de Marines et les unités de parachutistes des Marines, diffusant des messages par téléphone et par radio dans leur langue maternelle, un code que les Japonais n'ont jamais pu déchiffrer pour comprendre les coordonnées des attaques. Aujourd'hui, la nation Navajo possède la plus grande superficie de terre détenue par une tribu amérindienne aux États-Unis. Contrairement à de nombreuses tribus, les Navajos ont réussi à garder leur héritage culturel vivant. Plus de 97% des adultes parlent encore la langue Navajo, et de nombreux membres de la nation parlent couramment l'anglais. Certains continuent à pratiquer d'anciennes formes religieuses et cérémonielles, préservant ainsi l'histoire glorieuse du peuple Navajo.